L'expérience rime-t-elle toujours avec la compétence? On va essayer de répondre à cette question aujourd'hui. Et je ne sais pas pour toi, Laurie, mais moi, avant de répondre par l'affirmative ou au contraire la négative, j'aimerais clarifier qu'est-ce qu'on pourrait déjà entendre par expérience selon toi? Quand on parle d'expérience, comment est-ce qu'on le définit? Oui, je pense que c'est important de définir effectivement le terme d'expérience, mais peut-être aussi quand même revenir sur la compétence, parce que Ouais. voilà, c'est un mot qui est devenu un petit peu valise. Voilà, on l'emploie finalement pour différentes choses et on sait plus trop exactement de quoi on parle. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant de venir repréciser ces deux aspects-là. Si tu veux bien, je te laisse définir la compétence, que c'est toi l'ingénieur pédagogique, donc tu as peut-être une définition peut-être plus précise et puis peut-être je te dirai celle que moi j'utilise et voilà, si on se rejoint bien déjà nous-mêmes là-dessus. Je crois que si je me trompe pas, tu as la définition de Jacques Tardif. Oui, C'est c'est ça ça. ou Oui. pas? Donc, si on devait essayer de la définir, on verrait ça comme, allez, un savoir agir s'appuyant sur la mobilisation de ressources pour résoudre un ensemble de problèmes dans un ensemble de contextes et situations. Et encore, la notion de problème, elle faisait débat. Ça, c'est une définition, c'est une interprétation de la définition que j'ai pu avoir, mais j'aimerais bien que tu donnes la tienne. Mais en fait, effectivement, alors depuis que j'ai découvert entre guillemets cette définition, parce que quelque part je l'avais modélisée avant même de découvrir cette définition. Effectivement, j'avais bien identifié par l'expérience terrain, hein, tout simplement, qui c'était la compétence, elle s'exprimait pas toujours de la même façon, même pour une même personne, hein. Le contexte était vraiment très important et c'est selon la personne les ressources internes, externes qu'elle pouvait mobiliser qui pouvaient donner, enfin exprimer une compétence ou pas. Hein, voilà vraiment l'importance pour moi du contexte. Parce qu'on sait par exemple que quand on est dans un environnement peut-être qui peut être stressant, sous le coup du stress, on peut avoir comme perdre parfois ses moyens ou pas avoir accès justement à toutes ces ressources. Et voilà, en fait, c'est vraiment un savoir agir assez complexe. En tout cas, effectivement, je me retrouve sur la même définition que toi, quoi. Donc, si on devait résumer, savoir agir en utilisant des ressources qui s'expriment à l'intérieur d'une famille de situations, ce qui nous permet de rebondir sur ce que tu as dit. Le contexte va changer la compétence. Ouais. Concrètement, c'est pas parce qu'on sait conduire en agglomération avec un véhicule de 3,5 tonnes qu'on peut conduire dans le Sahara. La compétence qu'on va exprimer dans la situation qui est de l'agglomération parisienne ne sera pas du tout la même, ne demandera pas du tout les mêmes ressources que la compétence conduire un 3,5 tonnes dans le désert du Sahara en pleine dune de sable. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et autant si autant on est relativement carré et comment dire qu'on se rejoint sur la définition de compétence, sur la définition d'expérience. C'est ça, là, moi je me suis posé cette question juste avant qu'on commence. Comment est-ce qu'on définit l'expérience? Oui, alors ce dont on a justement parlé juste avant qu'on commence, c'était en fait c'est ce que voilà, de vivre des expériences, ça peut forcément systématiquement déboucher sur l'expression de compétences et c'est là où je t'ai dit peut-être on va repréciser l'expérience parce que moi avec je vais dire ma vision RH, parce que il y a un peu en fait, c'est là où moi je trouve que il y a souvent un amalgame en fait entre expérience et compétence qui est fait au moment du recrutement. Et on le voit souvent dans les offres d'emploi. Parfois, d'une ligne à une autre, une fois on utilise expérience, compétence, et finalement on sait plus exactement ce qu'on cherche. Et donc là, moi, dans le cadre que je connais, on va dire, hein, c'est l'expérience professionnelle. Donc ce serait
Alors, après, encore une fois, ça peut être lié à une activité professionnelle, un emploi, un poste, et à voir est-ce que durant cette activité professionnelle, est-ce qu'il y a eu des évolutions? Parce que finalement, si l'expérience, on a fait toujours la même chose, plus ou moins, est-ce que c'est un contexte d'apprentissage qui va permettre le développement de nouvelles compétences? Il y a déjà en soi la question pour moi de cette expérience, de la richesse, on va dire. Et puis après, il y a quand même le facteur de l'individu en lui-même. Est-ce qu'il va être en capacité, même si l'expérience s'enrichit par des aléas, des problématiques, une évolution d'un périmètre qui est confié à la personne, est-ce que la personne, elle va se développer et développer ses compétences, donc on soit aussi bien en développer de nouvelles que de monter en compétences. Donc, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit au départ, la compétence, on peut estimer il y a certains degrés en fait de niveau entre débutants et experts. Oui, c'est vrai. On a tendance à, notamment dans les référentiels de compétences qu'on peut trouver en université, on parle de niveau de compétences. Mais ça, c'est Et quelque chose qu'on retrouve aussi dans le cadre professionnel, notamment, par exemple, c'est évalué surtout lors des entretiens annuels, où on va évaluer en fait comment se situe la personne par rapport au référentiel de son poste. Et on revient finalement quelque chose d'assez proche de toi, ce que tu connais bien avec les référentiels de compétences par l'approche par compétences. oui. Et la question initiale, c'est est-ce que l'expérience rime avec la compétence, dans le sens où est-ce que vivre des expériences, professionnelles ou pas, nous amène forcément à développer des compétences? La question que je me pose, c'est j'essaie de réfléchir un peu à chaud sur comment est-ce que je peux définir l'expérience. Et une définition en philosophie, qu'on vous avait donnée il y a très longtemps, mais que je trouve assez vague, c'était que l'expérience, c'est une connaissance acquise par la pratique, par le contact avec le réel, avec le monde. Comment toi, tu arriverais à définir l'expérience? Juste le concept d'expérience professionnelle ou pas? Alors, tu viens de parler de connaissances et là, ça m'a un petit peu, ça m'a fait un peu réagir entre guillemets. Euh, pour moi, c'est plus par le vécu en fait. Mhm. L'expérience, ce serait quelque chose que l'on est amené à vivre. Ok. Donc voilà, qui peut être dans le cadre professionnel, mais aussi dans le cadre même des étudiants, hein, parce que tu peux nous parler aussi justement de ce que ça, comment dire, de ce que ça demande, cette approche par compétence, la façon dont les apprentissages, en fait, les étudiants sont mis en situation d'apprentissage dans le cadre de leurs études. Voilà, tu peux peut-être nous expliquer ça aussi. Je pense que finalement, on arrivera à avoir un parallèle entre l'expérience professionnelle et puis ces expériences qu'on essaye de recréer euh, pour les étudiants, pour qu'ils puissent justement développer, mobiliser des compétences. Donc, le, le dénominateur commun dans ce que tu viens de dire, ce serait le fait d'expérimenter ou de vivre quelque chose. Ce serait le fait d'être confronté à des phénomènes. C'est vivre des phénomènes, c'est comme ça qu'on pourrait définir ou résumer l'expérience. Alors, si on le fait comme ça, pourquoi est-ce que vivre ouais, des événements ne nous amènerait-il pas forcément à développer des compétences? Si vivre des phénomènes n'est pas suffisant ou ne permet pas toujours de développer des compétences, qu'est-ce qu'il faudrait en plus ou autrement? Alors, moi j'ai un petit peu de mal avec les mots toujours, souvent, Ouais, voilà, parce qu'après c'est toujours enfin, on arrive après sur des généralités. Euh, Ce serait plus en fait le fait de revivre
si on revit toujours une même chose, là, est-ce que finalement on va être en situation de développer, ou on va être amené à développer de nouvelles compétences? Tu vois, moi, j'ai déjà le questionnement par rapport à ça. Si dans son travail, on a, pendant un certain temps, on fait les mêmes activités avec les mêmes personnes, les mêmes outils, est-ce que là, on est vraiment, est-ce que ce serait un contexte favorable au développement de compétences? Au développement de compétences ou au développement de nouvelles compétences? Alors, le développement aussi bien, on peut dire, de nouvelles que comment dire, d'évoluer en termes de montée en compétences, de degré de compétences. Ben, j'ai tendance à penser, avec ta question, que faire toujours la même chose nous amènerait en fait à développer des compétences qui sont liées à ces pratiques et les entretenir si on les connaît déjà, mais les faire évoluer, je ne pense pas, dans la mesure où, si on reprend justement la définition qu'on avait amenée de la compétence, c'est que chaque compétence est liée à une famille de situations. Et donc, si on garde toujours le même contexte, les mêmes habitus, les mêmes rythmes, eh bien, la compétence ne risque pas d'évoluer. Elle pourrait, entre guillemets, stagner, atteindre un espèce de plateau, elle va s'entretenir, mais elle ne va pas évoluer, monter en niveau, monter en complexité, puisque le contexte dans lequel cette dernière s'exerce n'évolue pas et ne monte pas lui non plus en complexité. Mm, mm. C'est ce qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, c'est ce que ouais, c'est ce que j'ai en tête, et je me dis même que quelque part à un moment donné il y a des enfin il y a des certains automatismes, des réflexes qui vont se mettre en place, le fait voilà de faire tout le temps le même type de tâches. Et ouais, après, est-ce qu'on stagne? Moi, j'ai toujours en fait, cette image du vélo. Moi, si on arrête de pédaler, on tombe, enfin, on s'arrête et on tombe. Et je me dis, est-ce que même, euh, comment dire, est-ce que quelque part, parce que moi, c'est des retours des personnes, par exemple, que je peux accompagner en bilan de compétences, qui une fois qu'elles sont arrivées vraiment au bout, elles ont ce sentiment de régresser. Ah oui? Ouais, c'est ce qu'elles évoquent. Quand on, voilà, le fait comme si on, à un moment, bah, voilà, c'est pour ça que me vient cette image du vélo. Comme si à un moment donné, si on n'avançait plus, euh, bah, quelque part, on perdait, c'est comme si les capacités qu'on avait, qu'on n'utilisait pas, euh, c'est un sentiment, en tout cas, qu'ont les personnes de les perdre. Ça, c'est intéressant. Ça voudrait dire que, à l'issue d'un bilan de compétences, les personnes accompagnées ont le sentiment de perdre des compétences. Ah bah pas à l'issue du bilan. Non, Mais pardon. en fait c'est quand elles c'est plutôt ce pour enfin une des raisons pour lesquelles elles viennent justement elles engagent cette démarche-là de bilan de compétences parce que elles ont ce sentiment d'être arrivées au bout, de plus pouvoir évoluer, soit parce que voilà, il n'y a pas d'opportunité au sein de leur entreprise, soit parce que vraiment elles ont fait le tour de leur poste et même changer d'environnement professionnel pour elles ce serait pas suffisant. Mais en tout cas, elles viennent avec ce ressentiment de, ouais, ce ressentiment de régresser. Hmm. Mais alors là, je réfléchis. Comment toi, tu as réussi à expliquer ce sentiment? Parce que si je comprends bien, ou en tout cas de ce que je pense avoir compris, les personnes ont ce sentiment-là parce elles auraient fait quasiment tout le temps la même chose et qu'elles auraient laissé d'autres habilités ou compétences de côté. Comment, comment t'expliques ce ressenti? Oui, en tout cas, c'est ce qui ressort, c'est le fait de pas
avoir enfin, la possibilité d'utiliser vraiment son potentiel, tout son potentiel, surtout que quand on voit parfois d'autres postes auxquels voilà, on pourrait prétendre, et c'est pas voilà, forcément possible parce ils sont pas vacants, et en plus ça génère une frustration. Se dire que voilà, on pourrait être sur un autre poste, alors pas, c'est pas forcément une promotion, hein, ça peut être une mobilité voilà, horizontale ou verticale, mais d'être sur d'autres fonctions ou là d'être de nouveau dans une zone vraiment de développement où il y a des nouvelles situations, des nouvelles expériences qui font qu'on mobilise des capacités qu'on ne mobilisait pas forcément jusqu'à présent et qui permettent de développer d'exprimer de nouvelles compétences. Ok. Donc là, je comprends mieux. Ça veut dire que ces personnes ont le sentiment de ne pas développer de nouvelles compétences, de s'embourber un peu parce qu'elles font tout le temps la même chose. Et on en revient à la fameuse définition. Plus on varie de contexte, plus on développe des niveaux de compétences divers et variés, ou plus on développe des compétences diverses et variées. Alors, Et ça, je suis pas. Enfin, comment dire? C'est un. Comment dire? Un prérequis. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est pas non plus toujours vrai. ah oui, enfin, qu'est-ce qui n'est pas toujours vrai? Le fait de systématiquement développer des compétences avec liées à une nouvelle expérience ou l'expérience qui s'enrichit ou des aléas qui sont survenus. Il y a aussi quand même les capacités propres de la personne à vouloir évoluer. Et là, vraiment, je parle bien là de vouloir. Hein, et il y a aussi le vouloir et pouvoir en fait. Est-ce que la personne est vraiment dans cette alors vouloir ou avoir enfin envie en tout cas hein, parce qu'il y a des certaines personnes ont pour autant n'ont pas ce ressentiment et voilà vont être voient leur travail comme quelque chose de voilà ils font leur travail et puis elles en attendent finalement pas plus c'est pas forcément leur source d'épanouissement elles le trouvent ailleurs donc elles n'ont pas forcément la volonté de vouloir forcément se développer. Ça, c'est vraiment quand même assez propre à chacun. Et puis après, il y a les capacités quand même, parce que sinon, si c'était qu'une question de se retrouver dans une nouvelle situation, euh, ben, quelque part, tout pourrait s'apprendre avec et arriver au même résultat et tout le monde pourrait être champion olympique, par exemple, quoi. Je sais pas toi, Oui, c'est vrai. comment tu vois ça? C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, justement, au fond de moi, je m'étais dit que le contexte, c'est une donnée très importante, mais que le contexte à lui seul ne suffit pas pour la même raison que ce que tu viens d'évoquer, parce que ça voudrait dire qu'on aurait une plasticité cérébrale, des capacités intrinsèques qui nous permettraient de nous adapter à tout et n'importe quoi. Et j'ai l'impression que l'organisation de notre société nous montre par nature, enfin, nous montre en tout cas d'une façon ou d'une autre, qu'on n'a pas cette plasticité. C'est-à-dire qu'on vit dans une société où le maître mot, c'est la spécialisation. On va devenir bon, on va s'entraîner pour exceller dans un domaine, parce qu'on ne peut pas être excellé dans tous les domaines. Si on reprend l'exemple du sportif de haut niveau, eh bien, si je m'entraîne pour être le meilleur en n'importe quoi, en saut en longueur, je ne pourrais pas forcément être le meilleur footballeur. Donc déjà là, on est sur un principe de spécialisation. Et que arriver à changer de domaine d'expertise, ben, ça serait pas aussi simple. C'est pas simple. Ça demande beaucoup de temps, de travail, de volonté. Donc le fameux savoir agir ou peut-être pouvoir agir. Donc je te rejoins là-dessus. Et la question que je me pose, c'est si justement, encore une fois, l'expérience ne rime pas avec la compétence parce qu'il faudrait ce fameux savoir agir qui est si important, comment faire pour justement développer ce savoir agir? Vaste question.
Alors, déjà avant, je voudrais peut-être revenir sur ce que tu viens de dire. Vas-y. Donc, il y a la spécialisation, effectivement, parce que il y a d'un côté, on aime bien, voilà, pouvoir mettre les gens dans une case. Et ça, on voit bien que alors, il y a cet aspect-là, et puis pour moi, il y a un autre aspect quand même derrière, parce que tu parlais de plasticité, donc là, c'est plus au niveau de capacité, on va dire, cognitive, mais il y a aussi quand même, faut pas l'oublier, tout ce qui est les capacités motrices. Pour certains métiers qui sont vraiment essentiels et, et, hum, et quelque part, en chacun, enfin, je pense que au-delà vraiment, je reviendrai juste après sur cette partie, on doit plutôt se spécialiser. Euh, je pense que vraiment en termes de capacité, il y a des personnes qui ont plus de facilité, donc c'est-à-dire que c'est parce que elles vont, comment dire, en travaillant euh, beaucoup, elles vont arriver à des résultats d'excellence. Là où on travaille, où d'autres personnes, faudrait peut-être qu'elles travaillent bien plus encore, et c'est encore pas certain qu'elles arrivent au même niveau. Donc là, tu parles des capacités. Bah, finalement, peu importe qu'elle soit cognitive ou motrice, on le voit bien. Enfin, pour moi, tout peut s'apprendre, mais dans une certaine limite de ses propres capacités, parce qu'on n'est pas tous, comment dire, pour moi, on a tous des aptitudes différenciantes mais on Hmm. n'a pas tous les mêmes. Et je trouve que c'est une richesse justement d'avoir en fait voilà c'est la complémentarité. Mais pour moi, on a vraiment tous des capacités naturelles, celles qui s'expriment vraiment facilement pour nous. Là où souvent, quand on va regarder d'autres personnes, on va se dire mais enfin, c'est pas possible. Comment elle s'y prend cette... Enfin, laisse-moi faire, je vais faire à ta place, voilà. On le voit bien qu'il y a des choses des personnes qui sont extrêmement fortes en optimisation, qui vont penser optimisation, qui vont avoir une certaine forme de logique, et à côté d'autres personnes qui auront d'autres capacités. Pour moi, il y a quand même cet aspect-là. Alors, je sais pas, tu me diras, toi, par rapport, voilà, avec les étudiants, est-ce que tu as pu constater enfin, ce point-là ou... Chez les étudiants, à savoir si les étudiants avaient su, comment dire, avaient tout un chacun des facilités ou des capacités naturelles différentes. Oui. Oui, oui, oui. Mais eux-mêmes, ils en sont conscients justement lorsqu'on on faisait des analyses réflexives en classe. Chacun va identifier des choses qui l'intéressent, qui le stimulent davantage et qui vont générer un engagement plus fort. Et très souvent, l'engagement, la force de l'engagement est liée à la perception que l'étudiant a de ses capacités naturelles. Exemple tout bête qu'on peut retrouver dans une cour de récréation. J'aime le foot parce que je suis bon. J'aime jouer aux billes parce que je suis bon. Il y a toujours ce rapport-là. Et alors ça, c'est une croyance que j'entends souvent. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais qu'on aime ce dans quoi on est bon. Et que l'être humain, surtout en tout cas l'enfant, va difficilement aimer faire des choses dans lesquelles il va se sentir nul. Donc, si on prend tout ça, il y a forcément ce lien de capacité naturelle avec développement de compétences. Et alors, et comment tu t'y prends pour les aider à faire est-ce qu'ils identifient, en fait, tout simplement ils te le disent naturellement ou tu viens les aider par la démarche réflexive? Parce que sur des adultes, ça vient pas du tout naturellement. Hein. C'est pas évident à faire à ce qu'ils reconnaissent parce que c'est devenu tellement naturel pour eux que justement ça perd de la valeur parce que comme c'est facile ils pensent que c'est facile pour tout le monde, donc ça a plus de valeur. Donc c'est Hmm. intéressant, ouais, Ouais, puisses excuse-moi. partager en fait, enfin, comment tu t'y prends pour les aider à identifier et Ouais.
Comment je m'y prends? Il n'y a pas de recette miracle. S'il y a un principe de fonctionnement, on en avait discuté hier, c'est la question de la maïotique. C'est générer un questionnement chez l'étudiant et le développer. C'est-à-dire, pourquoi t'es bon au foot? Ah ben parce que j'aime ça. Et pourquoi t'aimes ça? Ben parce que je gagne. Mais qu'est-ce qui fait que t'aimes ça? Est-ce qu'il y a que la victoire qui compte? Ben non, c'est parce que je suis bon, parce que je sais bien dribbler. Et qu'est-ce que ça fait? Tu pourrais très bien aimer faire d'autres choses, et ainsi de suite. Voilà, c'est un exemple tout bête et méchant. Donc, c'est par l'accompagnement au questionnement qu'on arrive ou pas à faire en sorte que l'étudiant conscientise certaines choses. Et le fait que tu amènes cette question, c'est très bien, vu que ça nous permet de revenir en fait à la question principale. Est-ce que l'expérience rime-t-elle avec la compétence? Eh bien, moi, l'idée que j'avais en tête, c'était que l'expérience peut rimer avec la compétence à partir du moment où on est conscient de tout ça, ou à partir du moment où l'individu exprime consciemment ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'en gros, il faut vivre l'expérience, mais il faut être capable d'en faire une analyse réflexive quelque part. Et je sais même pas si faire une analyse réflexive, c'est le bon terme. C'est encore une fois, lorsque tu veux évaluer une compétence, tu dois avoir deux choses. Tu dois évaluer une action et tu dois évaluer une réflexion de l'action. Et là, le point de vue que je vais adopter, c'est le suivant. Si on fait des choses de façon inconsciente, on n'a pas de compétence. On n'a pas la compétence. Parce que la compétence, ça nécessiterait une mobilisation, les fameuses ressources, mais une mobilisation consciente. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors là, je suis pas d'accord parce que j'accompagne aussi des personnes en VAE, donc ça, les validations d'acquis de l'expérience, justement, des compétences que les personnes vont valider un diplôme par la démonstration des compétences qu'elles ont développées. Et en fait, les personnes n'ont pas toujours conscience, justement. C'est tout le travail. En fait, elles ont développé les compétences puisque elles savent démontrer ce qu'elles ont fait, comment elles ont fait, comment elles s'y sont pris, les obstacles qu'elles ont pu rencontrer. Par contre, elles n'avaient pas forcément conscience qu'elles avaient développé tout ce panel de compétences. Donc pour moi, on peut développer des compétences sans forcément vraiment le conscientiser. Et quelque part, heureusement, parce que la démarche réflexive en entreprise, dans le cadre professionnel, elle est quasiment enfin, inexistante. Donc moi, c'est plus en fait le fait d'être confronté à des nouvelles choses, plutôt des complexités. Alors après, hein, le degré peut être, voilà, peut varier, hein, mais c'est la façon dont on va mobiliser, remobiliser d'une façon différente ces ressources internes, des ressources extérieures. On va les reconfigurer différemment pour faire face à cette nouvelle situation à laquelle on est confronté et parfois, à ces mêmes personnes, on leur avait demandé avant si elles étaient capables de gérer une telle situation, certaines personnes auraient dit non. Et une fois confrontées à cette situation, elles vont vraiment vraiment reconfigurer, on va dire, et puis trouver les ressources qu'elles pensaient pas forcément avoir pour développer cette nouvelle compétence ou monter en compétence face à une complexité, quoi. Donc ça veut dire on peut développer des compétences sans s'en rendre compte. Oui, et c'est ça en fait justement qui est, comment dire, ce que je constate, c'est quelque part même certaines personnes qui sont les plus, parfois même qui sont brillantes et qui n'en ont pas du tout conscience parce que elles ont déjà elles-mêmes des critères d'exigence assez hauts
par rapport à elles-mêmes, souvent aussi par rapport aux autres, mais elles peuvent être aussi parfois plus finalement plus indulgentes par rapport aux autres, mais un haut niveau par rapport à elles-mêmes. Mais ce haut niveau, il devient leur norme. Et en fait, elles se rendent plus forcément compte de tout ce qu'elles ont développé. Et ça, je le vois vraiment dans le... Enfin, je l'ai déjà largement constaté dans le cadre, voilà, sur le terrain en tant que RH, mais je continue à faire ce même constat dans le cadre de la VAE et parfois des personnes qui occupent des fonctions vraiment de cadre dirigeant, mais tout simplement, pour eux, ils sous-estiment en fait leur valeur professionnelle euh, parce qu'ils ont ce sentiment un peu de pas forcément se sentir légitime parce qu'ils n'ont pas le diplôme des postes qu'ils ont occupés. Et la démarche, quand ils font la VAE, le plus souvent, c'est une démarche personnelle pour vraiment avoir la reconnaissance, vraiment ce papier qui officialise, oui, vous avez bien ce niveau de compétence, alors même qu'ils occupent des fonctions, comme je te disais, parfois de cadre dirigeant. Donc, ça voudrait dire qu'en fait, plein de gens auraient ce sentiment un peu d'imposture ou ce manque de légitimité parce ils auraient, ils auraient oublié ou ils n'ont pas conscience des compétences qu'ils développent. C'est plutôt qu'ils n'ont pas conscience, plus que ce qu'ils ont oublié. C'est vraiment, après ça devient, comment dire, ça devient un nouveau standard. Quand tu avances, tu montes en compétences, voilà, t'arrives à un palier supérieur, ça devient ton nouveau standard, ta nouvelle référence, et tu te rends plus forcément compte de tout ce que tu as gravi en fait. T'es peut-être à plus de la moitié ou trois quarts de l'escalier. Mais t'as oublié toutes les marches que t'as gravies avant et la marche où tu te trouves, c'est comme pour certains si c'était la première marche, quoi. D'accord. D'où le sentiment, en fait, que le chemin est un chemin infini et qu'ils ont l'impression de pas avancer et de pas développer de compétences. Non, pas forcément. Après là, on n'est pas sur les mêmes cas que ce que j'avais pris comme exemple pour le bilan de compétences. Voilà. Là, c'est vraiment des personnes qui ont plutôt qui ont évolué justement et indépendamment de leur diplôme, qui ont parfois des parcours atypiques. Là, je reviens par rapport, je fais la boucle par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, les cases. Tout le monde n'est pas vraiment, enfin, n'a pas forcément un parcours linéaire à première vue. Je dis bien à première vue parce que sur un CV, on peut se dire il n'y a pas de lien et en fait, il y a vraiment toujours quelque chose de vraiment de racine, on va dire, un fil conducteur dont la personne elle-même des fois n'a pas conscience, mais il y a toujours un fil conducteur. Et mais là, c'est vraiment ces personnes-là. Elles ont soit, bah voilà, c'est elles ont saisi une opportunité parce que par le réseau, voilà, on leur a proposé quelqu'un, un ancien responsable d'une autre entreprise leur a proposé un poste, c'était pas forcément leur domaine au départ ou une opportunité qui a fait que le hasard des fois de la vie, qui se sont retrouvés sur aller dans une autre voie que ce qu'ils avaient prévu au départ et puis finalement ont découvert que ça, ils s'y sentaient bien, ils avaient envie d'évoluer. Ils ont évolué, peut-être parce qu'ils aimaient, pour revenir à ce que tu disais, le fait d'être bon et donc d'aimer là où on est bon. Et à un moment donné, malgré tout, il y a, alors c'est pas à tout le monde, hein, mais en tout cas, c'est quand même assez flagrant pour des personnes qui font le bilan de la VAE, quoi. Mais je suis toujours en train de réfléchir et je repense toujours à cette question de départ. Si on devait y répondre de façon synthétique, qu'est-ce que tu pourrais dire dans ce cas? Et c'est pas systématique. Que c'est pas Il faut systématique? des conditions euh, pour pour qu'il y ait développement de compétences. Ok. Et ces conditions, tu les verrais, si tu devais les résumer, vu qu'on en a abordé quelques-unes. Donc, une expérience nouvelle, enrichie, qui permet à la personne de, voilà, de mobiliser d'autres ressources.
Donc, le Euh, nouveauté de la situation, oui, le caractère nouveau, pardon, de la situation. oui. Ok, La volonté de la personne, ok, ah, ça c'était, c'est important. Et puis les capacités de la personne. ok. Donc, capacité, volonté, nouveauté, ce seraient les trois composantes pour qu'une expérience soit amenée à être développée en compétences ou transformée en compétences. Euh, Pardon, ou que plutôt pour que l'expérience soit le terreau fertile voilà, oui. d'une compétence. Ouais, là, comme ça, je vois ces trois dimensions. Ok. Donc, ça voudrait dire qu'en fait, avec cette approche-là, on n'aurait pas besoin d'avoir cette démarche réflexive pour, pour, pour développer la compétence. Alors, pas On pour peut- la développer. Néanmoins, elle est quand même extrêmement importante pour que la personne prenne conscience de ses compétences. Parce que n'oublions pas quand même que voilà, dans l'environnement professionnel, c'est rare qu'on vienne vous proposer une opportunité si vous-même vous faites pas en sorte de, enfin, si vous positionnez pas, si vous n'êtes pas en capacité de d'être vraiment en assurance par rapport à vos compétences, que ce soit dans le cadre d'un entretien d'embauche ou bien d'une évolution en fait. Donc c'est vraiment fondamental. Et par rapport aux étudiants, je pense que tu me diras toi justement en quoi l'approche par compétence, tu vois une différence quand jusqu'à, enfin, il y a encore des, on va dire des filières où il n'y a pas cette démarche réflexive, mais qu'est-ce que tu verrais comme une différence de ce que ça apporte aux étudiants justement cette démarche réflexive? un peu ce que tu décris, c'est-à-dire que la démarche réflexive va aider à poser des mots consciemment sur des choses qui étaient intériorisées. C'est-à-dire que les étudiants se rendaient compte que finalement, ils faisaient des choses qui n'étaient pas si évidentes que ça, qui n'étaient pas si peu chronophages que ça, qui n'étaient pas si nulles que ça même. Donc ça, il y a vraiment cette prise de conscience. La démarche réflexive sert à cette prise de conscience. Et cette prise de conscience a un intérêt justement pour l'avenir professionnel parce on peut défendre, entre guillemets, notre bout de gras quand on est équipé et quand on a conscience de ce que l'on est et ce dont on est capable. Donc, ouais, je te rejoindrai. On n'a pas besoin de la démarche réflexive pour développer des compétences, mais on en a besoin pour les valoriser et les faire reconnaître à son entourage. C'est Alors, comme ça que je... ouais. Après, enfin, on n'en a pas besoin, forcément besoin. Mais j'imagine que ça doit quand même permettre à la personne d'en prendre conscience et quand même quelque part je pense que le fait de prendre justement de la hauteur, de réfléchir sur ce qu'on fait, comment on le fait, et de se questionner sur ses pratiques, quelque part, ça, ça, ça amène la personne à s'interroger et donc de peut-être se dire, bah voilà, jusqu'à présent, j'ai fait comme ça. Si je faisais autrement, donc ça peut peut-être renforcer le développement de compétences ou peut-être l'accélérer. Tu vois, ça veut pas dire que c'est pas nécessaire, mais je pense qu'on peut, enfin, comment dire, la, le terrain, on peut nous dire ça comme ça, nous montre que c'est pas forcément impératif. Par contre, si on a cette possibilité de pouvoir pratiquer cette démarche réflexive, je pense que quand même ça contribue quelque part, ça peut contribuer quand même à quand même une montée en compétence, quoi. Le fait de vraiment de s'interroger sur ses pratiques, donc c'est-à-dire que potentiellement on va faire différemment, donc on peut monter en compétence. C'est ce qu'on essaie, en tout cas, c'est ce qu'on essaie d'enseigner dans le cadre de la démarche portfolio, démarche réflexive. Et de là à dire que ça marche tous les coups, non.
on a souvent des espoirs, on a aussi envie de mettre des croyances dedans. Alors, j'ai pu lire aussi qu'il y avait ce côté très utile. Ça permettait de développer, de perfectionner ses compétences dans la mesure où, comme tu dis, on se pose la question, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer. Et en même temps, je me suis rappelé, quand j'ai appris à faire du vélo, est-ce que je me suis posé toutes ces questions? J'en ai aucun souvenir. Et c'est pour ça que quand tu as dit que finalement, les trois conditions pour développer une compétence, c'était la nouveauté de la situation. C'est vrai, c'était la première fois que je montais sur un vélo. La volonté d'y arriver. Je voyais que ma sœur était capable de le faire et pas moi. J'avais vraiment envie d'y arriver. Et les capacités, eh ben, force est de constater que j'ai quand même réussi à faire du vélo. J'ai fini par y arriver. Mais je suis pas du tout rentré dans un processus de questionnement. C'est-à-dire que là, dans l'apprentissage, vraiment la phase de débloquement, oui, de déblocage, pardon, de la compétence, et pas d'approfondissement ni de perfectionnement, j'ai pas du tout, j'ai pas du tout ce questionnement-là. Je sais même pas si mes parents ont eu ce temps m'ont amené à générer ce questionnement. J'ai pas trop de souvenirs. Et peut-être, mais alors là, on pourrait dire, c'est parce que j'étais ultra jeune. Mais j'ai pas non plus ces souvenirs lorsque j'ai appris à conduire. C'est-à-dire qu'on m'a expliqué un ensemble d'informations, comment est-ce qu'on allume le contact, comment est-ce qu'on trouve le point de patinage, mais j'ai pas le souvenir de m'être posé beaucoup de questions lorsque j'ai appris à conduire. Je me suis peut-être posé davantage de questions quand j'ai cherché à perfectionner ma conduite dans des conditions particulières, comme par exemple lorsque je vais au ski ou lorsque j'ai testé une conduite sur circuit. Mais vraiment le déblocage, être capable de dire, ça y est, je sais conduire, je sais me déplacer d'un point A à un point B. J'ai pas eu besoin tout particulièrement d'une démarche réflexive. Et ça, c'est vraiment une impression. Je suis pas en train de dire que Oui. c'est forcément le cas, mais c'est une impression. Est-ce que toi, Parce qu'il est possible quand même que peut-être plus l'apprentissage de la conduite de la voiture, il y a quand même voilà trouver tu disais le point là de patinage c'est quand même quelque part on nous explique mais en même temps c'est quand même dans le ressenti donc il y a quelque chose effectivement peut-être qui se joue mais finalement là plus dans les capacités motrices ou voilà donc on a peut-être moins. Hmm. Donc, cela amènerait en fait peut-être des précisions qu'on pourra aborder sûrement plus tard dans notre épisode. C'est si la démarche réflexive, elle peut aider ou elle peut permettre le déblocage de compétences sur quel domaine cela marcherait-il? Est-ce qu'on parlerait des compétences justement motrices, enfin vraiment des capacités motrices ou eh bien des capacités cognitives? Ça, c'est la grande question parce que justement, l'exemple de la conduite de la voiture, par nécessité, si tu veux pouvoir conduire en toute sérénité, il va falloir que tu intériorises, il va falloir que tu rendes inconscient un certain nombre de choses. Sinon, tu vas vite rentrer en surcharge cognitive. Oui, oui. Parce que maintenant, quand on conduit, enfin, je pense que tu dois être comme moi, tu peux être capable de parler à quelqu'un, d'avoir des discussions extrêmement poussées sur le sens du monde, tout en te baladant dans Dijon. Complètement. Et puis c'est même quand on... Des fois, je me mets à réfléchir, enfin, genre quel pied j'utilise ou tout ça, ce serait peut-être même plutôt là où ça me... finalement, sortir de ce mode réflexe automatisé qui, finalement, si on veut le ramener tout d'un coup à la conscience, c'est peut-être là, moi, ça me ferait un peu peut-être paniquer, je calerais, ou enfin, voilà, quoi. Donc... Mm. Et alors, là, je terminerai sur une question, enfin, j'ouvrirai avec tout ce qu'on vient de dire sur une nouvelle question qui pourrait nous amener à avoir une autre discussion. Alors, eh ben, peut-être avant que tu, Vas-y, voilà, que tu lances cette vas-y. question pour ouvrir, je voudrais quand même.
du coup, de tout ce qu'on a dit, alors je voudrais Ouais. que toi tu me dises ce que tu en penses, mais tout ce qu'on a dit, est-ce que ça apparaît sur un CV? Puisque aujourd'hui, la toute première, on va dire, action quand on recherche un emploi, c'est le CV. Est-ce que la richesse des expériences, est-ce que le niveau de compétence, ça apparaît sur un CV? Je vais me baser sur les 2 mois que j'ai eu en tant que chargé de recrutement il y a un petit moment. Et j'ai pas eu ce sentiment-là. J'ai pas le sentiment que tout ça se retrouve sur un CV, parce que j'ai le sentiment que le CV est là en fait pour donner une vue d'ensemble, pour répondre peut-être à aller à des usages, à une tradition. C'est-à-dire que peut-être que j'ai l'impression que parfois le CV, il est là plus pour dire voilà ce que j'ai fait, parce que c'est comme ça qu'il faut le communiquer. Et ça, c'est peut-être c'est peut-être quelque chose qui va changer, notamment avec le développement des portfolios. Alors tous les sphères professionnelles, toutes les sphères professionnelles ne sont pas n'ont pas les mêmes points de vue, n'ont pas les mêmes stades de développement. Là, je suis en train de penser au monde, par exemple, du graphisme, du graphisme, de la bijouterie, ou même tout simplement du monde, allez, Tout ce qui est artistique, tout ce qui est voilà, de visuel, l'art, on va dire de façon générale. Ou, qui pratique pas mal cette notion de portfolio pour comme outil de reconnaissance des compétences, davantage que le CV. mm. Donc ça c'est ma réponse à ta question. Est-ce que j'ai le sentiment que ça se voit sur un CV? Pas trop. Et je sais même pas si, comment dire, si c'est pas fait exprès, parce que imagine, l'avantage avec un CV, normalement, c'est censé loger sur une page. Tu reçois déjà 50 CV pour une candidature. Ça peut déjà être chiant. Alors imagine, tu reçois 50 portfolios. Ça peut être encore plus long, Bah, non? moi, je vois pas. Comment dire? Alors déjà, bon, maintenant, comment dire, il y a des outils hein, qui aident à traiter, sélectionner les CV, mais le portfolio, il pourrait très bien commencer par un petit résumé. Et puis après, rentrer dans le détail. Comme ça, si dans le résumé, a priori, on voit que la personne, vraiment, son profil n'a strictement rien à voir, mais vraiment, je sais pas, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui est carreleur et qui postule pour un poste d'ingénieur pédagogique, ça peut faire rire, mais en fait, ça arrive quand même souvent qu'à l'occasion qu'il y ait une offre d'emploi de diffuser, il y a des personnes qui ont rien à voir avec le profil et qui envoient des candidatures et c'est pas si rare que ça. Donc il y a voilà, il y a Non. déjà des candidatures qui vraiment donc ça pourrait permettre enfin quand même voilà ce résumé déjà d'avoir les mots-clés voir si ça peut correspondre et puis après euh, enfin ça peut être oui, il pourrait y avoir, je pense, quand même une façon synthétique au départ de voir, de visualiser les blocs de compétences, peut-être, et puis de se dire, bah là, effectivement, si ce type d'expérience, ces blocs de compétences matchent avec ce qui est nécessaire avec le poste. Alors nécessaire et pas forcément l'intégralité hein, de ce qui est demandé dans le poste on pourrait aller plus loin. Mais je pense maintenant, comme il y a quand même des outils pour aider, ce serait pas si compliqué que ça, si même ça pourrait être enfin assez plus intéressant que de voir des CV ou même format justement puisqu'il y a quand même un formatage et finalement ça apporte rien comme information quoi. Donc Bah, justement, toi en tant qu'ancienne DRH, à quoi tu serais sensible justement alors comme moi, type d'information? ce que je préconise à mes étudiants alors aussi quelque part que je m'étais quand même appliqué, mais je l'ai pas fait en version moderne. Là, pas plus tard qu'hier, on a voilà réfléchi. Je leur ai proposé un petit peu d'utiliser LinkedIn
Comme un portfolio, puisque moi dans la filière où, enfin voilà où j'enseigne, c'est pas quelque chose qui fait partie comment dire, ça fait pas forcément le portfolio et pas un outil pédagogique, on va dire, enfin un outil, une démarche pédagogique qui fait partie de l'enseignement, qui est intégré. Donc moi je leur ai proposé de voilà d'utiliser LinkedIn comme portfolio, de prendre appui sur le cours, ce qu'on est en train, puisque moi je les fais travailler quasiment que sur des projets, je les mets en situation professionnelle, je les amène aussi hein, à la, enfin je les, voilà, je les, je les questionne beaucoup, j'utilise beaucoup la démarche réflexive et je leur ai proposé de prendre appui justement pour faire un portfolio LinkedIn. Moi, je l'avais fait aussi, voilà, à ma sortie d'études. Alors, c'était pas LinkedIn, parce que bon, à l'époque, on n'utilisait pas forcément ces outils-là. Moi, j'avais fait un portfolio papier, mais tout simplement parce que j'avais fait en première, enfin, sortie d'études initiales, j'étais diplômée en psychologie sociale. Euh, Concrètement, ça valait rien sur le terrain. Donc, j'avais mis en place toute une stratégie de stage pour développer des compétences. Ces compétences, je m'étais fait un portfolio avec. Et quand j'allais en entretien, je venais avec mon book papier qui m'a permis quand même d'occuper un poste qu'on m'a proposé, parce que je crois que jamais j'aurais postulé de moi-même, de juriste en droit social parce que j'avais ce book-là. Donc c'était pas seulement oui, oui, je sais négocier un accord. Donc voilà l'accord que j'ai négocié, voilà dans quel contexte je l'ai négocié, voilà ce que j'en ai tiré, que je me rappellerai toute ma vie de ce contexte-là, qui m'a vraiment là boosté, on va dire, en compétence par rapport à la complexité du contexte. Et ça a fonctionné. Donc, si on prend ton expérience appliquée à notre contexte d'aujourd'hui, c'est pour ça que tu recommanderais aux étudiants de développer, d'utiliser LinkedIn comme un espace de diffusion et de partage de leurs expériences et de leurs réalisations surtout qui prouveraient leurs compétences. Ok, je vois. Parce que comme ça permettrait d'avoir entre guillemets un espèce de portfolio de book extrêmement élargi et Ouais. étendu et rempli, complet. Oui, puis en plus qui est quelque part enrichi parce il y a des feedbacks quand on publie. Alors, on n'a pas toujours des retours, mais moi quand ils vont publier, je vais leur faire des retours. Ça va se voir enfin voilà, ça va être dans les fils d'actualité d'autres personnes qui pourront eux-mêmes faire un retour. Donc c'est quelque part aussi quelque chose d'enrichi et un portfolio interactif qui peut finalement être complété par d'autres personnes, un peu collaboratif finalement, quoi. Hmm. Non, mais alors là, donc ça m'amène en fait à une. Est-ce que j'ai déjà répondu à tes deux questions que tu avais posées? Mais c'est bon, moi j'avais terminé, c'est moi qui t'avais coupé dans ton élan, là. Tu voulais ouvrir sur une autre question, donc. En fait, là, avec ce que tu viens de dire, je pense que ce qui pourrait être abordé, ça serait justement, est-ce que ou dans quelle mesure LinkedIn serait le portfolio idéal? Alors, pour qui, pourquoi, comment? Tout ça, ça pourrait être abordé dans une discussion ultérieure. Ben, oui, je pense que c'est un bon sujet de discussion, oui.